Ce soir, mon invité, Denis Boucher, qui est déjà crampé, il dit « Regarde, tu m'amènes où? » Denis Boucher, qui est docteur en médecine expérimentale, qui est avec nous. Salut mon ami! Hey, comment ça va Yannick? Ça va super. Content d'être de retour. La politique, tu parles-tu de ça, toi, Doc, la politique? Ben, j'en parle à travers le monde, mais mon opinion des... comment je pourrais te dire? Un politicien, pour moi, c'est un incompétent avec de bonnes intentions. La plupart du temps. Ouais. Tu sais, c'est pas là pour le peuple, là. Ouais, mais tu sais, moi je respecte le gars ou la fille qui se présente, qui se dit « Moi, je m'en vais en politique pour changer les choses. » Ce que j'ai un peu plus de difficulté, c'est les gens qui s'en vont en politique pour faire passer leurs choses à eux au détriment du besoin de la population. C'est exactement ça. Puis là, ben, quand on avait dit le troisième lien, c'est terminé, on a vu que ça n'a pas super bien été perçu dans la population, puisque c'était une promesse. On a perdu des élections dans Jean Talon. Et après ça, ben, on a dit, ben, peut-être qu'on aurait dû écouter la population, le troisième lien, blablabla. Puis là, aujourd'hui, on se retrouve avec, oui, on y va avec le troisième lien. C'est de la grande hypocrisie, exact. mais que veux-tu? C'est là où on en est rendu en politique. Qui disait on est le politicien qu'on mérite? Je sais pas qui disait ça. André Arthur. C'est monsieur Arthur. On a les politiciens qu'on mérite. Tu l'as bien connu, toi? Ouais, je l'ai bien connu. Il était mon collègue de travail. Par la suite, on avait une relation par texto. T'as-tu ça, toi, des gens que tu connais pas nécessairement, puis que tu côtoies pas dans ton quotidien, qui te parlent régulièrement sur les réseaux sociaux, qui sont pratiquement devenus des amis? Oui. C'est particulier, hein, ça. Jamais on aurait pu penser à ça quand on avait 20 ans, d'avoir des amis qu'on rencontre pratiquement pas, juste par texto, ou par Messenger, par Facebook. T'sais. Ah oui. C'est weird. Oui, effectivement. Comment ça va, Denis Boucher? Comment va la business? Hey, ben écoute, je suis assez étonné parce qu'habituellement, au mois de juin, tu comprends que pour moi, c'est les vacances jusqu'à la mi-août. Et là, juin, juillet, août, c'est mort. Jusqu'à la mi-août. C'est tranquille. Toi, t'es en vacances, toi. Moi, là, je suis en vacances. Parle-moi donc de ta misère. Là, c'est comme le mois de janvier. Là, t'es dans le jus, là. Je suis débordé. Mais c'est quoi, les gens, ils veulent plus qu'à l'habitude reprendre leur vie en main? Ben, ça me semble ça. Ça me semble ça, parce que c'est... Ben, peut-être aussi que je suis présent partout, tout le temps, sur les réseaux sociaux, puis tu sais, ça attire une clientèle qui aime mon langage, qui aime mon approche. Probablement ça, mais j'ai jamais connu une période estivale comme ça. Puis toi, ta clientèle, c'est pas les gens qui vont juste s'entraîner pour avoir un beau bikini. Là. Non, j'oublie ça fait pas partie de ma clientèle. Moi, je faisais le calcul, c'est ma clientèle 45 à 65 ans. Et c'est des gens qui s'orientent pour la qualité de vie. Donc, une vision à long terme. Et ça, c'est ma clientèle, c'est moi. C'est pas avoir des beaux biceps, des abdominaux découpés. C'est vraiment qualité de vie, être bien dans ta peau. Toi, tu t'occupes des petits gros. Je m'occupe des petits gros. T'as un problème, t'as pris du poids dans les dernières années, tu peux être à 300, 400, tu peux aller rencontrer Denis Boucher, puis Denis Boucher va analyser tout ça, puis il va te proposer un plan pour réussir tes objectifs. Ouais, mais il faut que tu sois prêt. Ouais, puis il faut que tu écoutes Denis, parce que Denis est méchant des fois. Hey, j'étais un vrai dictateur, moi, dans mon programme. Non, mais faut que je t'en compte. Puis, moi, quand... Deviens-tu dictateur après que le chèque soit rentré ou après? Avant ou après? Je suis pas mal des deux. Avant, les gens comprennent que je suis un dictateur. Pendant, ils le découvrent. Okay? Mais le client m'appelle et il m'explique ce qu'il fait. Mais il dit, Denis, j'ai pas de résultat. Mais c'est quoi, tu comprends pas? Tu fais pas ce que je te dis. Oui, mais ça devrait fonctionner. Non, je veux pas le savoir ce que tu penses qui devrait fonctionner. Tu fais exactement ce que je te dis. Je t'ai cadré un plan pour ton métabolisme. Ouais. Quand même, tu t'acharnerais pour essayer de faire autour de ça. Ça fonctionnera jamais. Et puis les gens qui t'estiment sur certains sujets, j'imagine, c'est des gens qui n'ont jamais étudié dans ce aucune formation. C'est tout le temps weird, là, mais en même temps, c'est la vie dans laquelle on évolue. Mais tu sais, moi, c'est un combat de tous les jours, là, puis bon, elle écoute pas, fait que je vais en profiter un peu. Tu sais, ma blonde aime ça se tenir en forme. Oui. Et eux autres, elle, je fais pas... ouais, généralise pas, Yannick. Je généralise pas, même si j'aime bien généraliser, mais les filles se mettent toujours un chiffre en tête. Bon, oui. Quand j'avais 16 ans, j'avais une belle silhouette, donc je pesais 115 livres, je donne un exemple. Oh oui, non, c'est ça. Je pesais 115 livres, je me sentais bien. Là, maintenant, je suis rendu à 30 ans, je veux peser 115 livres. C'est pas de même, ça marche. Pas du tout. Puis j'y ai dit, OK? Puis là, elle est à genre 123, 124. Et elle capote. Puis là, elle dit, tu sais, moi, j'aimerais ça, là, mon poids idéal, c'est 116. Fait que là, elle s'en va faire, des fois, c'est sa petite marche, des fois, c'est sa course à pied, des fois, elle va au gym. Puis là, je dis, mais enlève le chiffre que tu t'es mis dans la tête pour te dire que tu vas être en forme.
Doug Boucher l'a bel et bien dit. Si tu es à 125, exemple, là, j'espère que je n'ai pas rajouté 2 livres, mais si tu es à 125 puis tu commences à t'entraîner, il y a de fortes chances que tu perdes du gras, mais tu vas gagner en muscles aussi. Puis tes muscles vont se gorger d'eau. Puis nécessairement, tu ne seras pas capable de descendre à 116. Non, mais tu auras un pourcentage de gras. Mais ton pourcentage de gras va diminuer. Mais non, dans sa tête à elle, elle s'entraîne encore plus pour pouvoir atteindre le 116. Et de plus en plus qu'elle s'entraîne, qu'est-ce qui se passe? Elle s'éloigne encore plus du 116 parce qu'elle monte de poids, mais elle perd du gras. Mais elle ne comprend pas. Non. Hey, j'ai une cliente. J'ai dit, là. Tu parles de 115, 116. 100 fois! J'ai une cliente qui m'arrive, on fait le pesée par impédance, là, avec son pourcentage de gras et tout ça. Je suis capable d'avoir sa masse musculaire. Ouais. Elle me dit, Denis, j'aimerais revenir à 116 livres comme à l'adolescence. Elle a 35 ans. OK, à cette époque-là. Ma blonde, as-tu fini par t'appeler ou ben? C'est elle? C'est elle. Denis! Et là, je lui dis, écoute, ta masse maigre totale est de 116 livres, l'équivalent de ton poids total à l'adolescence. Si tu veux atteindre 116 livres, ça veut dire que tu meurs. Parce que depuis l'âge de ton adolescence, ta masse musculaire a maturé, tu as pris du muscle, ta masse osseuse a changé. Ouais. Tu ne pourras jamais avoir ton poids d'adolescence, c'est fini. Tu as 116 livres de masse maigre, tes muscles, tes os, tes viscères. Ton hydratation, tu as 116 livres. Revenir à 116, c'est la mort. Impossible. Impossible. Mais pourquoi ils se fixent un chiffre comme ça? Parce que pour eux, c'est plus factuel, c'est plus rationnel? C'est comme rendre concret un objectif abstrait. Parce que dans leur tête, pas juste les femmes, là, les hommes aussi, parce que cette problématique est devenue très présente chez les hommes. Okay. C'est-à-dire avoir une image corporelle très abstraite de ce que tu veux devenir. Et le seul moyen de l'exprimer, c'est à travers un poids sur la balance. Et que tu te dis, quand je vais atteindre ce poids sur cette balance, je vais avoir l'image corporelle parfaite. Mais les deux ne corrèlent pas. Ce n'est pas une bonne relation qui existe entre les deux. Ce qui fait que des gens qui ont atteint, comme ta conjointe, qui a atteint peut-être 122 livres avec un pourcentage de gras d'athlète pour une femme de 17 %, elle ne comprend pas qu'elle est au top. Je pense que je te l'avais dit, ça se fait-tu 11 Hey, c'est maigre, hein, Titi. Oui. Donc, tu sais, elle avait fait calculer, puis elle était à 11 % de gras, puis elle, juste entendre gras, ça l'énervait un peu. Fait que j'ai dit, mais 11 %, Denis m'a dit que c'était très, très bas, là. Pour une femme. Très bas. En compétition, les gars peuvent descendre à quoi? 3 %. Puis les filles, ils sont plus fonctionnels. Non, c'est ça. Ben, les filles, ça va être à peu près du 8-10 %, ce qui est très maigre. Fait que les femmes souffrent d'aménorrhée, donc règles irrégulières, ça modifie tout le processus hormonal. Ça devient dangereux. Puis les gars à 3 % ils souffrent, ils ont juste plus d'énergie, je pense. Tu n'as plus d'énergie. Si tu n'as pas de gras, tu n'as pas d'énergie. Tous mes athlètes qui baissent en bas de 8 %, outre si tu veux être culturiste, ce que je ne m'occupe pas, mais tous les athlètes qui baissent en bas de 8 %, comme les joueurs de hockey, je leur dis non, on arrête ça là. C'est toi qui brasses de même. C'est moi qui brasse de même. Parle-moi de te dire un mot magique. Ouais, je me fais engueuler par quelqu'un à l'heure actuelle. C'est ça. Donc, t'as pas, ton monde n'a pas cette relation-là entre poids, image corporelle, puis ils sont pas capables de faire, de comprendre l'orientation qu'ils doivent donner. Ça arrive-tu des fois qu'il y a des gens qui viennent te voir donner puis qui te disent regarde, moi, c'est ce type de corps-là que j'aimerais avoir. Puis tu les regardes, mais tu pourras jamais atteindre. C'est drôle, tu me parles de ça. Une cliente, elle me dit j'aimerais avoir la shape de la chanteuse de Taylor Swift. Là. Ouais. C'est parce que Taylor Swift, elle fait quoi, 6 pieds 1? Ouais, puis t'as-tu sorti tes scalpels? C'est presque ça. Écoute, tu fais 5 et 4. On s'entend que ça ne fitera pas. Ouais. Mais c'est peut-être plus le rapport, tu sais, par rapport aux épaules, par rapport aux fesses, aux hanches, que la personne voulait dire. C'est ça, mais sur la physionomie, sur la composition corporelle, ça ne marche pas. Parce que des fois, au gym, là, je vois des gars... en fait, Jocelyn Usignan, je ne sais pas s'il écoute, là, lui, je ne l'ai pas vu au gym, c'est un gars qui vient régulièrement ici, c'est un inspecteur en bâtiment, c'est un homme fort. Ouais. Tu sais, lui, il ne pourra jamais avoir la shape de Brad Pitt dans 3, là. Non, oui, ça. C'est un homme fort. Il ne pourra jamais avoir des abdos très découpés, un ceinturon très, très mince, là. Non. Il est fort. Les hommes forts ne seront jamais découpés comme des culturistes. Okay. Mais comment vous faites pour évaluer ça? Tu veux dire? Ben, tu sais, quand tu regardes, mettons Jocelyn, lui, je pense pas qu'il va devenir comme Brad Pitt, là, il est correct comme il est, mais mettons qu'un gars comme ça vient te voir et dit, tu sais, Denis, j'aimerais perdre du poids, puis j'aimerais atteindre à peu près tel genre de shape. Vous fiez sur quoi pour dire, ben oui, tu as des chances de l'atteindre, ou, regarde, oublie ça. Là, ben, tout dépend de l'objectif qui s'est fixé. Si c'est fixé de devenir un homme fort, il y a des caractéristiques à ce qu'il va faire.
qui font que tu peux pas maigrir parce qu'il faut qu'il mange. Pour être fort, il faut qu'il maintienne sa masse musculaire. Ouais. S'il faut qu'il bouffe 8000 calories par jour, ça marche pas. Oublie ça, là, je peux pas lui dire je vais te faire un déficit calorique pour que tu perdes un peu de gras. Ça ne marchera pas, il va perdre toutes ses capacités. Donc, le sacrifice qu'il fait, c'est de ne pas être découpé. Parce qu'il faut qu'il mange pour être fort et continuer de s'entraîner. C'est ça. Donc, l'autre, tu vas avoir des caractéristiques. Tu as des gens que tu vas les regarder, tu vas dire écoute, oublie ça, tu n'arriveras jamais à développer une masse musculaire. Génétiquement, tu n'es pas dans ce gabarit-là. Tu peux t'entraîner, mais tu n'arriveras jamais à une superbe, avec du volume musculaire parce que génétiquement, tu n'es pas configuré, pas comme ça. T'en as qui sont configurés à la course pour le sprint, d'autres pour l'endurance. Il y a des particularités génétiques à chacun. Oui, c'est complexe, mais pour toi ça semble simple, mais pour moi ça semble extrêmement complexe. T'sais. Il y a des gars qui vont s'entraîner 3 mois et les muscles vont sortir de partout, puis ces gars-là ne prennent pas nécessairement de produits pour que ça aille plus vite. Puis il y en a d'autres qui vont faire exactement les mêmes exercices avec la même intensité, puis ça marchera pas. C'est parce que le muscle n'est pas pareil. Il y a des muscles courts, des muscles longs. Ouais, ben non, moi je pense que c'est beaucoup de génétique. La manière de s'entraîner aussi. Tu sais, comme moi, nous autres, notre familial, c'est trapu. Petit et épaules larges, musculaire. Fait que pour moi, c'est facile de prendre de la masse musculaire quand je m'entraîne. Mais c'est parce que c'est une génétique familiale. Ouais. Il y a une notion de levier. Tu sais, je fais 5 et 6. C'est sûr que le gars qui fait 6 pieds 4, il n'a pas le même levier que moi. Il en fait plus. Ben, il faut qu'il travaille différemment. Il y a une notion de biomécanique, une notion de stimulation, et les gens ne s'attardent pas à ça, en fonction de ta génétique, ta biomécanique, tout ça. Ça joue une différence. Ah ouais, puis dans la façon de s'entraîner aussi, j'ai regardé un gars au gym qui est un spécialiste du fitness. Ouais. Lui, il fait des démonstrations, il embarque sur le stage, puis Oui. mais lui, c'est sans stéroïdes. Oui, c'est ça, naturel. C'est monsieur naturel. T'en as pas de même. OK. Naturel, naturel. Puis le gars, de la façon dont il s'entraînait, il s'arrangeait toujours pour être 100% efficace. Moi, si je vais au gym, je fais du bench press, moi je le lève jusqu'en haut, je le descends jusqu'en bas. Lui, c'est pas ça. Il lève un peu, il descend un peu, il lève un peu, il descend un peu. Puis ça a l'air que c'est 100% efficace, cette technique-là. Alors que moi, j'ai tout le temps comme un petit repos quelque part. Ouais. Quand moi, quand je pousse au fond, là, je force plus vraiment. Là. Moi, c'est quand je descends que là, je force. Ouais. C'est quand je lève que je force. Lui, il est tout le temps entre les deux sans pause. Oui, mais là, ce que tu confonds, oui, il y a l'aspect technique, mais il y a l'aspect que le gars il est toujours en train de s'entraîner puis il est toujours en train de stimuler son muscle. Tu sais, ce qui fait la différence dans la prise de volume musculaire, oui, il y a la technique, mais il y a aussi le fait que tu fais des répétitions et des séries en masse. Tu sais, si tu veux devenir culturiste, c'est pas compliqué, c'est 20 séries par groupe musculaire, 20 séries de 8-10 répétitions par groupe musculaire par semaine. Non, ça fait longtemps que j'ai abandonné ça. Ben, c'est vrai, tu oublies ça. Non, mais ça veut dire que tu passes 4 à 6 heures au gym par jour. Ouais. Alors, Tu veux ça dans ta vie. Donc, le corps parfait que tu vois, là, ça vient qu'un sacrifice de 6 heures par jour au gym. Ça. Mais je trouve que c'est des beaux sports quand tu t'entraînes pour avoir quelque chose pour devenir un homme fort, que ce soit pour faire du fitness, pour des compétitions de muscles et tout ça. Je trouve que c'est quand même un beau sport. Mais pour avoir parlé quelques fois avec Hugo Girard, 2 ou 3 fois avec Jean-François Caron, ces gars-là viennent un temps où ils n'apprécient plus de manger. Parce qu'ils mangent tout le temps. C'est 5, 6, 7 fois par jour. Ah ouais, quand ils sont en grosse compétition, là, je veux dire, tu ne fais que manger, mais à un moment donné, tu n'as plus le goût de manger. Je ne voudrais pas arriver jusque-là. Non, mais j'étais en entrevue avec Hugo Girard, il était en même temps que moi, avec Jeff Fillion, qui était là, puis il était avec son gros boc de lait, puis ses barres, puis il mangeait. Ils n'ont plus de plaisir? Il n'a pas le choix, là. S'il veut maintenir sa masse musculaire. Hey, c'est des géants, ça. Ouais. C'est des géants. C'est un monde à part, totalement différent. Ouais. Hey Doc, moi j'ai pas d'argent pour consulter des spécialistes, fait que je les invite en Hey, tu fais tellement bien. Ouais. Puis j'imagine que les auditeurs sont très heureux parce qu'à chacun de tes passages, j'en entends parler. C'est qui ça, le docteur Denis Boucher? Ben écoute, va sur son site internet, tu vas le découvrir, puis si t'es un petit gros, lui, il peut vraiment t'aider. Quoi? Ben, c'est un spécialiste des petits gros. OK. Mais là, c'est un site, là, sérieux, j'ai pas le temps d'aller m'entraîner. Je joue un peu au deck hockey au travers de tout ça, mais je ne fais que manger de la merde. Oh. Ça me tente pas de manger de la salade. Je le sais pas, puis tu m'en as déjà parlé, puis je t'avais dit, tu sais, Denis, pourquoi j'arrive à la maison après un entraînement, genre, puis le sac de chips me parle, puis tu m'avais dit, Yann, c'est pas parce que t'es un gros porc, tu m'avais dit, c'est parce que mon cerveau a besoin de minéraux.
de l'énergie rapide. Parce qu'il sait qu'il y a du gras là, il y a du sel là, fait qu'il dit, tu sais, vas-y là. Oui. Ben, de cet instant, on dirait que je vis une période peut-être un peu plus stressante qu'à l'habitude, puis je suis attiré vers les produits. Là. Écoute, Fromagerie Victoria, là, sérieux, j'ai été à tous les jours à Fromagerie Victoria. De un, c'est très bon, mais de deux, on dirait que j'ai besoin de frites, j'ai besoin de gras. Bon, hey, Yannick, je vais sortir ma boule de cristal et je vais te sortir un grand terme qui s'appelle stress chronique de basse intensité. C'est ça? Là, ce que je comprends. C'est moins pire que qu'être enceinte. Oui, c'est moins pire qu'être enceinte. Ce que je comprends de ta vie, c'est que tu en as par-dessus les oreilles. Oui. Et comme tu en as par-dessus les oreilles, tu n'as pas le temps de penser à ta bouffe, puis ton cerveau, lui, ce qui te casse, c'est donne-moi de l'énergie. Mais je pense pas de la salade, c'est ça l'histoire. Mais non, tu peux pas penser à de la salade. Tu peux pas penser à de l'herbe à brouter pendant que ton corps est en carence énergétique. Ton corps est toujours en stress. Stress chronique de basse intensité. Production de cortisol. Plus grosse demande en glucides. Ouais. Donc, ton énergie baisse rapidement. Ce que ton corps il fait, c'est remplis-moi de quelque chose pour que tu remontes mon niveau d'énergie. C'est la seule chose qu'il fait. Fait qu'il ne pense pas à dire je vais arriver chez nous, je vais me faire une soupe aux légumes. Non, pas tout. Je vais arriver chez nous, je vais me faire du poisson, du filet de sole. Et non, c'est au diable. Donne-moi tout ce qui rentre le plus possible rapidement pour que je compense pour ce stress chronique de basse intensité qui peut aller à plus haut des fois. C'est instinctif. C'est de la biologie. C'est instinctif. Tu t'en sors pas. Bon, fait qu'il faut pas que je m'en veuille, là. Non, faut pas que tu t'en veuilles. Et... faut juste que tu trouves le moyen, quand cette période-là va être passée, de te ramener à ton plan. De dire, mes objectifs, c'était quoi? Bang! Là, tu es comme dans une période où tu peux rien faire. C'est comme ça. Bon, regarde, vis avec les conséquences. Quand elle sera terminée, OK, mon plan, c'était ça, je reviens à mon plan. Parce que c'est pas dramatique, là. Hier après-midi, il était quoi, 15-16 heures. T'allais me chercher ma petite galvaude au Fromagerie Victoria, je mangeais ça dans mon char, rassasié, mon homme. J'étais heureux comme pas un. Mais là, je me suis dit, c'est hier soir, en me couchant, je me suis dit, veux-tu manger de la salade cette semaine? T'en veux pas? Ah, rien de ça. Mais non, t'as pas assez d'énergie là-dedans. T'auras pas assez d'énergie. Ton corps, ce qu'il veut, c'est de l'énergie rapidement absorbable, rapidement utilisable, parce que tu es toujours en demande énergétique. Ton cerveau, il ne se repose jamais, parce que tu en as trop à gérer. Ce qui fait que si ton cerveau ne se repose jamais, ton corps ne peut pas se reposer, parce que ton corps est en situation d'activation. Et en situation d'activation, il brûle plus de glucides, il a besoin de plus d'énergie, il veut la remplir rapidement. Et là, il sait que ça va durer peut-être encore 2 semaines, encore 3 semaines. Oublie ça, là, il n'est pas en train de penser manger santé, lui. Là. Puis quand tu manges, le cerveau, il a besoin d'un vrai combien de pourcentage d'énergie? 20-30%. Fait que ça serait entre 20 et 30%, c'est uniquement pour le cerveau. Uniquement pour ton cerveau. 30%, c'est quand tu es actif. Tu sais, probablement, de ce temps-ci, ce que tu me décrivais de tout ce que tu as, c'est probablement du 30%. Non, je sais pas, je dis c'est stressant, c'est juste que je me demande tout le temps où est-ce que je vais trouver le temps de... Je vais être capable de passer les ponts, mettons, avant telle heure. C'est ça, c'est ce que j'appelle du stress chronique de basse intensité. Ouais, tu n'en mourras pas, exact. Mais ça te demande du carburant tout le temps, de l'énergie pour calculer. Faut que j'aille traverser les ponts pour 4 heures, sans ça, je suis dans le trafic. Faut que j'aille conduire mes enfants à telle heure, telle place. Tu es toujours en gestion, en planification. Tu sais, un cerveau n'est pas construit pour fonctionner de même. Nos ancêtres, ce qu'ils faisaient, ils allaient à la chasse, ils ramenaient à la bouffe, ils s'assoyaient autour du feu, puis ils se contaient des histoires. Nous, avec l'évolution, si on peut appeler ça de l'évolution, on est devenus des gens où le cerveau est conditionné à atteindre des objectifs, remplir des tâches. Et quand il ne les remplit pas, il se sent mal. Et c'est la première chose qui passe. Donc, si tu n'apprends pas à contrôler ta structure de pensée, ton plan de match et tout ça, tu arrives dans la merde où tu bouffes vraiment de la merde régulièrement parce que ton cerveau ne conçoit pas d'autre chose. Les clients du Doc Boucher, est-ce qu'ils se voient confier comme 3 repas par jour ou c'est 5 repas par jour? Puis comment ça fonctionne? Est-ce que c'est un gros déjeuner, un moyen dîner, un petit souper? Comment tu gères ça? Je te donne un exemple. Mettons que quelqu'un a 1600 calories à manger dans sa journée, c'est son apport calorique minimal. Il va y aller déjeuner, collation, dîner, collation, souper, collation. Parce que pour moi, tu as un déjeuner puis un dîner, c'est un jeûne. Et je veux tout le temps que les gens aient de l'énergie en circulation. Si les gens ont de l'énergie en circulation tout le temps, quand ils vont arriver le soir, ils ne se gaveront pas. Parce qu'ils ont de l'énergie. Ils n'ont pas été en carence toute la journée. Ils ont déjeuné, ils ont pris une collation, ils ont dîné, ils ont pris une collation. Ils arrivent au souper, ils ne prennent pas 2000 calories parce qu'ils ragent de faim. Ils ont équilibré leur alimentation tout au long de la journée. Fait que c'est vraiment un processus bioénergétique où tu dis aux gens, je ne veux pas que tu sois en carence. Parce que je veux pas que tu sois dans une situation où tu crèves de faim et tu arrives le soir et tu manges tout ce qui tombe sur la main. Avant de dormir, oui. C'est ça. Souvent, la catastrophe est là. Ben oui. C'est avant de se coucher. Oui.
T'arrives le soir. Écoute, j'avais quelqu'un... Je comprends pas pourquoi je fais des cauchemars, mais c'est parce que t'as passé au travers de la crème glacée Häagen-Dazs avant de te coucher. Mais tu sais, les gens pensent pas. J'avais quelqu'un chez nous cette semaine, puis il me disait... Il avait l'air fier de me dire, écoute, j'ai oublié de déjeuner, j'ai oublié de dîner. Puis quand je m'en venais, je me demandais pourquoi j'avais mal à la tête. Mais comment tu peux oublier? Puis il avait l'air fier de ça. Mais c'est pas une fierté, là, de pas manger. Tu sais, dans notre société, on dirait que les gens, parce qu'ils mangent pas, ils sont fiers. Mais c'est comme de ne pas mettre d'essence dans ta voiture. Mais ça n'a aucun sens, c'est ça. À un moment donné, ça va roter un peu. Là. On fonctionne à l'énergie chimique. Si t'en as pas, tu peux pas être fonctionnel. Ouais. J'ai un de mes chums, je le nommerai pas, mais il s'est nommé, lui, sur les réseaux sociaux. Il a fait un jeûne de 84 heures. Ouais. Puis là, il a mis ça sur Facebook. Puis là, moi, c'est quelqu'un que j'aime bien. Il dit, là, je recommande ça à tout le monde, un jeûne de 84 heures. Là, j'ai dit, là, tu vas m'enlever ça. Parce que c'est quelqu'un qui a une bonne profession. J'ai dit, là, tu vas m'enlever ça tout de suite. Là. Tu viens de recommander de faire des jeûnes de 84 heures. Comment ça? Ben, c'est parce que de un, tu n'es pas un professionnel de la santé. Puis de deux, un jeûne de 84 heures, ça peut faire du mal à du monde. Que penses-tu des gens qui embarquent dans des affaires de même? Hey, ce matin même, j'étais en discussion avec un autre docteur dans le domaine de la biologie qui, lui, est un pro du jeûne. Il me demande qu'est-ce que tu en penses, Denis. Hey, j'ai dit, pour moi, tu oublies ça. Là. Tu me feras jamais jeûner. Oui, mais Denis, la recherche démontre que ça améliore toutes tes fonctions, c'est bon pour la longévité. Écoute, possiblement sur papier. Mais pour moi, c'est une vie de merde. Tu me feras pas faire ça. Oui, mais Denis, ça améliore la performance au niveau du VO2 max. Oui, mais tu n'en as jamais mesuré. Tu sais pas. Et moi, je lui ai dit, écoute, je suis même plus dans l'âge de m'obstiner avec personne, là. Ça me tente plus. Si toi, tu es bien là-dedans, fais-le. Mais moi, jamais tu vas me faire passer 24 heures sans manger. Jamais tu vas me faire sauter un dîner ou un souper ou un déjeuner. J'ai envie d'avoir une vie parfaite et heureuse. Et là, c'est toujours la même histoire. Si tu manges tout au long de la journée en fonction des besoins de ton métabolisme, tu as un équilibre de vie, tu es bien, tu es heureux, tu ne souffres pas de la faim, tu ne t'entraînes pas en t'épuisant, tu perds du poids, tu es en équilibre de vie, pourquoi tu iras faire des affaires comme ça? Ça, c'est la technique Dr Boucher. Oui. Ça, c'est moi. Okay. Quand tu prives ton corps, là, on embarque plus dans ton domaine que dans le mien, je peux te le dire. Là. Quand tu prives ton corps de nourriture, ton cerveau se souvient. Est-ce que lui va s'organiser pour, en se disant, oh boy, pendant 3 jours, moi, j'ai pas mangé. Là, si je remange, il va falloir que je fasse des réserves quelque part. Ton cerveau va-tu comme repartir à zéro? Il va se dire, non, je emmagasine des réserves. Non, il emmagasine des réserves. C'est ma grosse différence entre les gens qui étudient sur le jeûne intermittent et moi qui étudie les réserves bioénergétiques. Tu sais, j'ai passé ma vie dans le laboratoire de physiologie à analyser les métabolismes au repos et à l'effort. Ouais. Et ma vision est tellement à l'opposé de ce qu'ils proposent. Parce que des fois, on voit comme je m'excuse les gars, les filles. Des fois, on voit comme un effet popcorn à des gens qui ont fait des diètes. Oui. Ils ont fait des diètes pendant 30 jours, puis là, tout d'un coup, ils ont perdu du poids. Puis après ça, la diète est finie, puis Ben oui. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as fait une diète il y a un mois. Je sais pas, j'ai recommencé à manger, j'ai repris tout ce que... Ben, c'est la réaction habituelle de quelqu'un qui est en privation de nourriture. Le corps est en situation de stockage de gras. Ben voilà. Ouais. Et là, quand tu recommences à manger, qu'est-ce que ton corps fait? Il dit, stocker le plus de réserves possible. Parce que le fou, il va repartir sur un 30 jours à pas me nourrir. À pas me nourrir, c'est ça. Puis là, l'autre chose qui est très intéressante qu'on observe au niveau de la recherche... Mais ça, ce que tu viens de dire là, c'est très intéressant. Il faut que ça rentre dans la tête des gens. Tu sais, ceux qui font affaire avec Denis Boucher, c'est une perte de poids progressive, puis pas agressive. Non. Puis c'est jour après jour où vous n'aurez pas de perte d'énergie, vous allez continuer à être fonctionnel, puis vous allez maigrir un petit peu par petit peu, mais le cerveau va comprendre qu'il ne sera pas privé de rien, donc il n'emmagasinera rien. Non, c'est ça, exactement. Exactement. Puis les gens veulent tellement maigrir vite. J'ai une cliente qui m'écrit hier, qui me dit, Denis, elle dit, j'ai perdu 7 livres en 8 semaines. Ça me semble que c'est pas rapide. Ben, j'ai dit, c'est 0,87 livres par semaine. J'ai dit, ma moyenne de perte de poids est de 0,75 livres à 1,2 livres chez les femmes. Ça va pas plus vite que ça. Si tu veux aller plus vite, ben là, tu vas détruire ton métabolisme. Donc ça, c'est parfait. C'est une perte de poids lente, saine et durable. Mais les gens veulent du miracle rapide. Tu veux que ça soit palpable? Fais-toi faire des briques Hey. de beurre. Ouais. Tu sais, puis
quand j'ai perdu 7 livres en 8 semaines, il me semble que c'est pas beaucoup. Tu mets 7 livres de beurre, puis tu dis, c'est ça que tu viens de perdre. Tu es en train de me dire que tu n'as pas fait un bon bout de chemin. C'est ça que ton cœur va peut-être avoir de moins à traîner. Oui. C'est visuel, ça. Oui. Mais les gens ont même de la difficulté parce que je reste dans mes clients. J'avais une autre discussion avec une de mes clientes cette semaine qui est rendue à 25 livres de perdu. Et là, je lui ai dit, là, elle espérait perdre 3-4 livres de plus. Je lui ai dit, ton corps est stable à ton poids, mets 140 livres depuis des semaines. Ouais. C'est ton poids, toi. Tu es dans le pourcentage de gras santé. Ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, tu arrêtes de vouloir perdre du poids. C'est fini. Oui, mais elle dit, Denis, j'ai la misère à l'accepter. Parce que les gens, même lorsqu'ils ont atteint leur poids santé, leur idée, parce qu'ils ont tellement peur de revenir en arrière, c'est toujours vouloir continuer à perdre du poids. Perdre du poids, Denis, c'est une décision personnelle, mais le problème, c'est que tu laisses embarquer les gens autour de toi dans cette décision personnelle. Oui. Puis là, je fais appel à toute la population, puis en passant, je ne suis pas mieux que vous autres, là, mais je me suis rendu compte de ça en côtoyant les filles et les gars qui perdaient du poids. La pire affaire, vous autres, vous avez l'impression d'être gentils, mais la pire affaire que vous pouvez dire à quelqu'un qui a perdu du poids, c'est « t'es donc bien belle de même ». Parce qu'elle va faire le lien, que ce soit un homme ou une femme, la perte de poids représente plus de compliments. Donc, si la fille, elle se fait dire « Hey, t'as perdu 5 livres », ça paraît, crime, Colin, t'as tombé de l'air en forme, t'es belle. Avoir une motivation supplémentaire, aller chercher un 5 livres supplémentaire à perdre. Puis là, toi, t'arrives, tu dis « Non, tu ne peux pas en perdre plus. Tu as déjà atteint ton poids santé. » Mais elle veut se faire dire encore plus qu'elle est belle, cette personne-là. Il y a un effet de conditionnement assez important. Il faut arrêter de dire ça au monde. La maigreur représente la beauté. Ça n'a pas de lien, ça. Non. Spécialement, je reste en mes clientes, une autre de mes clientes qui me dit Denis, elle avait des troubles alimentaires. Elle dit ce qui m'a sauvé avec ton programme, c'est le fait d'avoir des données. Et quand mon cerveau part en vrille, je me ramène à des données. À ces données-là, oui. Mais elle me dit j'étais avec quelqu'un, à un repas, il y a quelqu'un qui me dit tu manges beaucoup pour une fille de ta grandeur. Elle dit là, ça m'a frappé, puis là, elle dit là, mon cerveau est en train de spinner, mais je me suis ramené aux données. Fait que là, moi, je lui ai dit, reviens toujours aux données. Ton petit démon qui est là, maintenant que tu le lies au fait de te dire je reviens aux données, c'est pas d'éliminer ton démon qui te dit que faut que tu fasses plus attention à ta bouffe. Reviens toujours aux données. Mais j'ai dit, tu devrais te développer un réflexe de dire à quelqu'un qui dit ça, toi, garde ton nez dans ton assiette. Faut que tu commences à être vulgaire et méchant avec les gens qui viennent se mêler de ton assiette. Je comprends. Faut que tu leur fermes la gueule automatiquement. Tu manges beaucoup pour quelqu'un de ta grandeur, on va arrêter. Tu parles beaucoup pour quelqu'un qui a encore toutes ses dents. C'est ça. Mais tu vois, parce que les gens, parce qu'ils ont une espèce de sentiment pas bon, le mot est pas bon, d'infériorité à cause de leur apparence physique, ils vont accepter des commentaires de gens qui sont nettement plus laids, nettement moins en forme qu'eux autres, et ils vont se culpabiliser. Ouais. Non, t'es envoies promener. C'est ça que tu dois apprendre à faire. Et toi, tu t'occupes de tes données à toi. C'est ça. Mais c'est tout un travail mental. Ben oui, la grosse job est là, on va se le dire, mais moi, je me suis aperçu de l'impact des beaux commentaires pour quelqu'un qui perd du poids. Ben oui. Puis c'est normal que la personne qui perd du poids puis qui se fait dire, crime, à quel point c'est une belle personne, le jour où ça va repopper, le fameux effet popcorn, mettons dans 6 mois, dans 1 an, imagine comment elle va se regarder dans le miroir, elle n'aura plus de compliments, elle va se dire dans sa tête, ben c'est ça la grosse. Et tu ne te fais pas dire de compliments parce que tu es grosse, ben elle va encore être plus dure envers elle-même. Puis tu l'as dit tantôt, perdre du poids, ça doit être un choix personnel en fonction d'atteindre une qualité de vie et ça ne doit pas être une décision de perdre du poids pour avoir des compliments. Exact. C'est un chemin mental qui est très différent. Mais c'est ça, faut le faire, ce chemin-là. On n'a pas le choix. Il faut apprendre à dealer avec les gens, mais surtout avec nous-mêmes et nos pensées. Ben oui, la vie est un processus d'apprentissage. OK. Donc, je t'ai parlé un petit peu de ma vie présentement. Là. Je ne considère pas que je mange tous les aliments que je devrais manger. Puis j'ai l'impression des fois que je mange peut-être un peu mal. Fait que, mais tu me dis, parce que tu es stressé, il y a des... C'est normal que tu manges mal parfois. Il faut juste que tu ne te culpabilises pas de cette situation. Okay. Et qu'au moment où ça s'arrête, tu reviennes à ton plan. Y a-tu des...
J'ai peur que tu te fasses tirer à la sortie de l'immeuble ici, là, mais y a-t-il des diètes qui sont destructrices pour le corps humain? Selon moi, physiologiquement, toutes les diètes sont destructrices pour le corps humain. Je t'explique et j'essaie de simplifier ça le plus possible. La secte de la crème Bodwig va t'en vouloir à tout jamais. Oui, je sais. Beaucoup vont m'en vouloir. J'ai beaucoup de peine. L'énergie qu'il y a dans la bouffe s'en va vers tes cellules. Et dans tes cellules, il y a un petit organelle qu'on appelle la mitochondrie, appelons-le Roger. Roger, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il prend l'énergie des protéines, lipides, glucides, et il transforme ça en énergie utilisable par tes cellules. C'est la base de la vie. Okay? Normalement, cette énergie chimique qui est envoyée dans les cellules reste dans les cellules. Mais on se rend compte que lorsque tu es en privation de nourriture trop longtemps, tes petits rejets qui transformaient si bien l'énergie pour l'envoyer vers tes cellules, a de plus en plus de difficulté à gérer cette énergie-là, l'envoie en stockage de gras, et l'énergie chimique diffuse dans le corps humain, à l'extérieur des cellules, ce qui n'arrive pas normalement. Et là, le corps reconnaît ça comme un corps étranger, et ça crée de l'inflammation. Et l'inflammation est un terreau fertile pour toutes les maladies inflammatoires, les cancers, certains cancers. Tu rajoutes à ça l'obésité, qui est un terreau d'inflammation plus grand dans le corps humain. Bien là, tu te compliques la vie sur le plan métabolique et la perte de poids devient extraordinairement difficile. Et le seul moyen de rétablir un petit Roger à bien produire de l'énergie et à bien la redistribuer, pas en stockage, mais en production d'énergie pour que tu perdes du poids, c'est de lui donner un équilibre nutritionnel et de ne pas l'épuiser, ne pas épuiser le corps à l'entraînement. Parce que quand tu manges, il faut que tu comprennes que Roger, qui prend l'énergie des protéines, lipides, glucides, qui l'envoie vers les cellules, bien, c'est le même Roger qui, quand tu t'entraînes, prend cette même énergie et essaye de l'envoyer. Mais là, s'il est défaillant en privation de nourriture et il devient encore plus défaillant par l'exercice de haute intensité, ton corps est en situation d'épuisement. Je comprends. L'obésité, à partir du moment où quelqu'un peut. À partir de quel moment quelqu'un doit se considérer comme obèse? Si tu prends l'indice de masse corporelle, c'est 30. 25 à 30. Donc, c'est ton poids en kilogrammes sur ta taille au carré en mètres. Donc, si tu fais 90 kg, tu divises ça par 1,72 mètres au carré si tu fais 1,72 m. Ça va donner ton IMC. Donc, en bas de 25, tu as un poids santé. De 25 à 29,9, tu es en situation de surpoids. Et à 30, tu es considéré comme obèse. Maintenant, moi, sur le plan du pourcentage de gras, qui est plus individuel, voyons donc, les hommes à 35% sont obèses, les femmes à 40% de ça. OK. À partir de quel moment mon obésité peut me jouer des tours sur ma santé? Aussitôt que tu es obèse, tu peux avoir des problèmes très rapidement. Il y en a qui ça va être plus long. Il y en a, ce ne sont peut-être pas des problèmes métaboliques, ça va être des problèmes au niveau des articulations, au niveau de la santé osseuse. Puis il y en a des gens que j'ai vus, des obèses avec un profil métabolique parfait, mais il y a d'autres problèmes qui sortent. Pourquoi on dit que les hommes qui ont une certaine tablette, là, tu parles le genre de ceinturon? La bedaine? Oui, en avant. Là. Pourquoi on dit que cette portion de gras-là peut être la portion la plus dangereuse? Parce que c'est du gras viscéral. Tu as du gras en avant, tes abdominaux. Oui. Tu as du gras sous-cutané, donc tu as ta peau, tes abdominaux. Entre les deux, tu as du gras. Tu es en train de me dire que j'ai des abdominaux? Oui, tu es en dessous de ça qui va être bien caché. Et là, entre les deux, tu as du gras sous-cutané. Mais quand le gras s'accumule en arrière des abdominaux, il est à l'intérieur des viscères. Donc, le gras vient envahir les viscères, vient envahir le foie, vient envahir à s'entourer alentour des reins, vient s'entourer les intestins. Et là, c'est là que tu développes des syndromes métaboliques. C'est là que tu vas avoir des foie gras, stéatose hépatique non alcoolique. Puis ça, visuellement, ce gras-là, est-ce qu'on le voit? Est-ce que ça fait une bedaine? Oui, ça fait une bedaine dure. Tu sais, les hommes qui ont une bedaine dure, là, c'est ça. Et les femmes, quand ils arrivent à la ménopause, le gras, étant donné les changements hormonaux, au lieu que le gras s'accumule dans les hanches et les fesses, va commencer à s'accumuler au niveau du ventre. Et c'est là que les femmes deviennent avec elles également des bedaines dures et que leur risque de maladie cardiovasculaire augmente, l'équivalent des hommes. Je comprends. Et les petites pinces là, autour, là? Les petites poignées d'amour, ça c'est souvent du gras sous-cutané. Ça c'est du gras sous-cutané. Est-ce que c'est un gras qui peut être dangereux à long terme? Ben, si tu n'as pas beaucoup de gras, tu as un peu de gras sous-cutané, tu fais pas de cholestérol,
Tu n'auras pas de problématique. Tu descends ta ceinture, ça va déjà régler. Ça va. Tu vas respirer mieux. Tu descends ta ceinture, tu vas être un peu plus en santé. Et quand tu commences, tu vois que les gens commencent à avoir du ventre. Ouais. Ben là, tu te dis, on n'est plus vraiment dans un état de santé globale. Là. Parfait. Autre question, celle-là, c'est une question d'un auditeur. Je vais juste essayer de me souvenir au complet parce qu'elle était longue en sacrifice, mais pourquoi il y a des gros qui se ramassent avec des problèmes de sommeil? Pourquoi il y a des gros qui se ramassent avec des problèmes de diabète? Pourquoi il y a des gros qui se ramassent avec des problèmes d'articulation qui, à partir du moment où ils décident de maigrir et qu'ils réussissent à atteindre leur poids santé, ces problèmes-là semblent disparaître? Ouais. Ben, c'est assez simple. C'est que ton milieu inflammatoire dans lequel tu es, la surcharge pondérale que tu as par le poids, le gras, ben, si tu maigris de, je sais pas moi, 25 livres, c'est 25 livres que tu as de moins sur les genoux. Donc l'articulation, elle souffre un peu moins. L'articulation, elle souffre un peu moins. Tu vas être beaucoup plus mobile, beaucoup plus en forme sur le plan cardiovasculaire. Parce que pour chaque 10 livres que tu perds, tu augmentes ta condition physique de 4 %. Donc, tu es déjà plus en forme sur le plan cardiovasculaire. Tu n'as pas besoin de t'entraîner là, pour ça. Là, et tu perds ton poids et ta condition physique s'améliore. Et tu as moins de gras, donc tu vas diminuer les risques au niveau du cholestérol, cholestérol élevé, LDL élevé. Le diabète. Le diabète, ce qui arrive, c'est que... Il y a plusieurs types de diabète. Oui, mais diabète de type 1, c'est une maladie jeune, donc c'est le pancréas qui a des problèmes. Le diabète de type 2 est développé suite à la résistance à l'insuline. Tu deviens de plus en plus gros. Et ce qui se passe quand tu engraisses, c'est que tes muscles, c'est l'organe qui utilise le plus de glucides. Quand tu engraisses et que tu as beaucoup de lipides en circulation, les lipides forment une mince couche sur tes muscles de gras qui empêche l'entrée des glucides dans le muscle. Et donc, tu restes avec beaucoup plus de sucre en circulation dans le sang. Et c'est là que tu deviens diabétique. Et quand tu perds du poids et que cette couche s'élimine de façon naturelle et que tes muscles reprennent davantage de glucides, tu retrouves une glycémie quasi normale. OK. Puis le sommeil? Je pense que c'était l'apnée du sommeil. Je ne sais pas si je l'ai dit. L'apnée du sommeil, si tu es gros, imagine la pression. Tu as du gras viscéral. Ton diaphragme qui est juste au niveau de tes côtes, lui, pour que tu respires, il faut qu'il se contracte et qu'il descende. Donc, il crée une pression négative au niveau de tes poumons, et c'est là que l'air rentre. Donc, si je gonfle mon ventre, le diaphragme descend, crée une pression négative, l'air rentre dans mes poumons. Mais si tu es obèse et que tu as beaucoup de gras viscéral, tu as une charge de 50 livres dans le ventre, ton diaphragme n'est plus capable de faire le travail de la même manière. Et tu as une pression aussi au niveau de la gorge, parce qu'il y a des gens qui accumulent beaucoup de gras au niveau de la gorge, et c'est là que tu développes de l'apnée du sommeil. Et quand tu maigris, ben, tu peux éliminer ce problème. Avec l'apnée du sommeil. Parce que l'apnée du sommeil, j'avais l'impression que c'était comme le cerveau qui oubliait de respirer. Non, c'est qu'il arrête de respirer. Ben, peut-être qu'il y a un aspect de ça à certains endroits, je ne sais pas assez, mais je te dirais que c'est que la personne arrête de respirer pendant plusieurs fois pendant la nuit. Parce que le gars, ce qu'il m'avait dit, c'était bel et bien ça, parce que j'avais pas pris cette question-là, puis c'est le lendemain, j'ai regardé les questions qui avaient été posées pour le Doc Boucher, puis là, je voyais que le gars avait eu une méga perte de poids, puis qu'il comprenait pas pourquoi il faisait plus d'apnée du sommeil, pourquoi son diabète semblait être disparu, puis pourquoi ses articulations, ça semblait mieux aller. Bon, tu l'as bien expliqué. Ouais. Et tu vois, l'apnée du sommeil, ça t'empêche de dormir, tant que tu n'es pas traité. Puis, une mauvaise qualité de sommeil, ça augmente tes risques de devenir obèse de 50 %. Fait que tu vois que la machine roule à l'envers. Hein. Ça ne marche plus. Tu es toujours en train de... Ta santé dépérit progressivement. Tu es dans la souffrance. Là. Ah oui? Tu le sais pas. Tu passes tes journées, tu es tout le temps fait. Tu dis, voyons, pourquoi je suis tout le temps fatigué? Mais regarde, c'est normal. C'est la machine qui va pas bien. Mais fin mettons que tu as 70 livres en trop. Quelqu'un de même, prends-toi un sac à dos de 70 livres, mets-toi là, puis promène-toi avec toute la journée. C'est sûr que pour moi, ça paraît à la fin de la journée. T'es brûlé à la fin de la journée. Ouais. Mais c'est ça pareil. Puis si en plus, t'as pas des bonnes nuits. Mais non, ça, t'es carrément dysfonctionnel. Et là, souvent, les gens obèses, qu'est-ce qu'ils se disent? Je vais me priver de nourriture pour essayer de maigrir. Mais ils font tout le contraire de ce qu'ils devraient faire. Et là, ils n'ont pas assez d'énergie, sont encore plus fatigués. Comme ils ne mangent pas assez de protéines et que les protéines servent à la construction des neurotransmetteurs qui permettent l'équilibre neurochimique du cerveau, ils ne dorment pas. Tout roule à l'envers. C'est tout interrelié, ces affaires-là. Puis les gens ne comprennent pas. Ouais, mais l'obésité ne peut pas conduire à tout ça.
Oui, parce que tu as des comportements qui viennent avec ça, qui font que tu n'es plus en équilibre métabolique. Ouais. Tu dois halluciner des fois, puis à un moment donné, j'ai réalisé quelque chose, je pense que ça doit faire 2 ans à peu près de ça, mais tout le marketing qu'il y a au niveau de vous devez vous accepter tel que vous êtes, patati patata, je trouve ça bien beau, là, mais tu sais, la diversité des corps et tout ça, mais qu'on dise pratiquement au niveau marketing, c'est pas parce que vous êtes obèse que vous n'êtes pas en santé. J'ai toujours trouvé ça un peu bizarre, parce que je me disais, tu sais, si t'es obèse, tu peux pas se mettre en santé, mais au niveau marketing, ça le disait. Puis j'ai reçu quelqu'un qui travaille en cardiologie, qui fait les chirurgies bariatriques. Oui. Et lui, il travaille avec les gros, là. Ah oui, mais ça. Puis il m'avait clairement dit en nombre, là à peu près ça, 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, il m'avait clairement dit un nom, quelqu'un qui est gros puis qui dit enfant, c'est pas vrai. Non, c'est impossible. Ça marche pas. Quelqu'un qui est gros et en santé, c'est pas vrai. Puis, mais ce genre de personnes-là, on les entend pas assez. Ce qu'on entend, c'est le marketing, acceptez-vous comme vous êtes, diversité corporelle, blablabla, faut pas juger. Là-dessus, je vous suis, il ne faut pas juger, mais c'est pas vrai que quelqu'un d'obèse, qui est overweight, qui pèse 400 livres, peut être en santé. Puis le médecin me l'a dit, puis j'ai tellement été surpris quand il m'a dit ça, je me suis dit, il va-tu perdre sa job en disant... Ben, c'est ça, parce que, tu sais, c'est un chirurgien, sa job, c'est de faire des chirurgies. C'est pas d'aller sur la place publique puis d'essayer de contrer la société moderne. Mais il y aurait intérêt à sortir. Des gars comme toi, Doc, des gars comme lui, vous auriez intérêt à sortir à tous les jours dans les médias pour dire ça, ce que vous voyez là, ce n'est pas vrai. Cette personne-là pèse 450 livres, devrait en peser 150. Elle n'est pas en santé. Elle a le droit de s'aimer. Oui, elle a le droit de s'aimer. Vous n'avez pas le droit de l'écœurer avec son poids, mais ce n'est pas vrai. Elle n'est pas en santé. Vous devriez toujours sortir comme ça. Oui. Oui, je suis d'accord, mais... C'est rendu que quand quelqu'un le dit, je suis surpris. Oui. Ben écoute, tout le monde a peur de parler, là. Tout le monde a peur de, tu sais, la stigmatisation des personnes obèses, là, c'est la peur totale. Les gens n'emploient plus les mots comme ils veulent pas dire des mots épouvantables comme obésité ou surplus de poids. Non, on est rendu là. Mais t'es peu, là, on va régler des affaires, cette Doc Boucher. Aussi. Marceau, mets-toi dans le trou. Quelqu'un qui fume, il nuit à sa santé? Absolument. Okay. Quelqu'un qui boit trop, il nuit à sa santé. Il nuit à sa santé. On peut sortir demain matin des médias sans gêne en disant si vous continuez de fumer, vous allez nuire à votre santé, ça se peut vous payer le cancer. On peut sortir demain matin en disant si vous continuez de boire, quand vous êtes alcoolique, ça peut vous mener jusqu'à la mort, l'alcoolisme, ça vous allez avoir des problèmes personnels, ça en finira plus, puis peut-être même que vous allez prendre du poids avec ça. Mais si tu sors en disant les gros, vous jouez avec votre santé, et t'as la peine. Ils veulent pas le voir. Mais ça, t'es donc bien méchant. Ben, c'est parce que c'est vrai. Mais on devrait le faire, on devrait sans les ostraciser, bien entendu, on devrait le dire plus souvent. La cigarette, l'alcool, l'obésité, c'est problématique pour le corps humain, puis ça se peut que vous ramassiez à l'hôpital pour ça. Oui. Mais on ne le dit pas. Ah non. Celui-là, pour ça, on ne le dit pas. Effectivement. Ben écoute, regarde, on est rendu avec 65% de la population a surplus de poids ou obèse. On s'entend que c'est la majorité. Là. Doc, on regarde des Américains. Ah oui, ben on est pareil comme les Américains. En Floride. Mon collègue Michel Lucas, qui est docteur en épidémiologie nutritionnelle, il a fait une recherche sur la qualité alimentaire entre les Canadiens et les Américains. On est rendu au même niveau qu'eux autres. Mais on allait en Floride, puis on revenait, puis là, on jugeait les Américains. Les Américains sont donc bien rendus gros. On est pas mal rendus, les Américains, qu'on jugeait il y a 20 ans. Il y a 15 ans, à peu près, j'avais vu une recherche qui parlait des méga-obèses, 350 livres et plus, qu'il y en avait à peu près 300 000 aux États-Unis. Je n'oserais même pas imaginer le décompte aujourd'hui, comment 350 livres est facile à péter. Parce que pense-y, là, en Amérique du Nord, 95% des métabolismes sont inférieurs à 2000 calories. Ça veut dire que tu as besoin de moins de 2000 calories par jour pour vivre. L'apport calorique moyen en Amérique du Nord est de 3500 calories par individu. Ça veut dire que tu bouffes par jour 1500 calories de plus que ce que tu en as besoin. Donc, tu emmagasines. Ben oui, tu deviens avec une obésité incroyable. Si je m'inscris au programme du Doc Boucher, oui. Puis que je me fais aider par toi, puis que je perds du poids ad vitam aeternam, puis que je réussisse à obtenir mon poids santé, puis après ça, ben, il y a une facture qui vient pour faire affaire avec le Doc Boucher. Oui. Je prends cette facture-là, puis je dis au gouvernement, regarde, j'ai fait attention à ma santé, je suis allé voir le Doc Boucher, il m'a donné une recette que je dois suivre, puis ça fonctionne, puis j'ai perdu tout le poids que je devais perdre, puis je suis rendu à mon poids santé. Je m'éloigne de ton hôpital, tu peux-tu me donner un crédit sur mon rapport d'impôt? 95% de chances que ce soit refusé.
Mon ancien comptable, qui était mon client, lui, il avait une prescription par son médecin pour perdre du poids. Puis il s'est essayé. Il l'a passé, ça n'a jamais été réclamé, il n'a jamais eu de réclamation. Il dit, gars, ils me réclameront s'il y a de quoi, mais moi je le passe. Ça a passé? Ben, ça a passé. Mais ça devrait toujours passer. Ben, ça devrait absolument toujours passer. Tu t'inscris dans un gym, donc tu t'inscris dans un gym, tu y vas, donc tu t'éloignes de l'hôpital, donc ça devrait être crédité sur ton Il ne devrait même pas y avoir de TPS, TVQ sur ce genre de service. Es-tu obligé d'en charger? Ben oui, je charge la TPS, TVQ. Je suis une entreprise. Ouais. Ça n'a aucun sens. Quelqu'un veut prendre sa main en santé, tu le pénalises déjà de 15%. J'ai inscrit mes gars au hockey, j'ai inscrit mes gars au foot. Mes gars viennent de commencer le football. Je sais pas si tu as vu les photos. Là. Non, j'ai pas vu passer. Trouble en double sur le terrain de football. Si je mets ça sur mon rapport d'impôt, je montre à mes gars qu'on doit faire du sport pour rester en santé. Non. Pourtant, le gouvernement devrait tellement comprendre qu'on aurait avantage à embarquer là-dedans. Ils ne le verront jamais. Ben, regarde les politiciens qu'on a. T'en vois-tu des en forme, vraiment, toi? Pas des tonnes, là. Il n'y en a pas des tonnes. Il y en a un qui a perdu son lustre dans les dernières années, mais Maxime Bernier était tout un athlète. Il court encore d'ailleurs. La dernière fois que j'ai entendu qu'il avait fait une longue course, c'était pour s'entraide. Pour moi, son boss, il était supposé de faire 100 km, il avait mal calculé son affaire, son équipe avait mal calculé son affaire, il en avait fait 110. Il m'a dit, Yann, quand je suis parti, je pleurais. Quand je suis parti dans mon char après, je pleurais. Puis le lendemain, il n'a pas marché la journée, le lendemain, tu comprendras avec cet exploit-là. Puis ça a pris quelques jours avant qu'il reprenne une démarche normale. Mais ça, c'est un athlète, Maxime Bernier. Il y en a d'autres. Le maire Marchand est un athlète. Oui, mais c'est pas une priorité pour les gens, la prévention. Non. Mais as-tu pensé aussi, pense à ça, là, une vision à long terme. Si tu fais de la prévention et que tu veux changer la santé des gens, on en a pour 3 générations. Tu n'auras pas d'impact. Tu commences à faire de la prévention aujourd'hui. Ouais. Le temps que ça ait de l'efficacité, c'est 3 générations. Tabarouette. Quel politicien va embarquer là-dedans? Ben non, ça ne servira pas. C'est jamais. Ça ne servira pas. Je rappelle que ce soir, on est avec Doug Boucher, denisboucher.com. Exact, c'est ton site internet. Donc, pour aller vous informer, c'est denisboucher.com. On fait une très courte pause et on revient tout de suite. Doug Boucher, le spécialiste des petits gros, est en studio avec nous autres. Tantôt, on a parlé de la crème Bodwig. D'après moi, tu devrais avoir un comité, une secte de la crème Bodwig. Tu vas de la police, et ici tantôt qui pourrait m'accompagner dehors. J'en reviens pas que tu aies dit ça de la crème Bodwig. Oui, c'est moi qui ai dit ça. C'est uniquement de Doug Boucher qui a parlé de ça. Hey, je sais pas si tu as pogné ça dans l'actualité, il y a de ça quelques jours, mais il y a un jeune de 12 ans qui a fait un 5 km au lac Beauport. Ouais. Et il a devancé des gars qui s'entraînent depuis des années pour faire ce type de course-là, de 5 km. 12 ans, il a clenché des gars de 30 ans puis 40 ans qui s'entraînaient depuis 10, 20 ans. Comment on explique ça, que le jeune de 12 ans puisse être capable de battre des hommes de 30 et 40 ans qui sont surentraînés? Bon. On a une gang de vieux pas bons. OK? Qui s'entraînent peut-être pas efficacement, intelligemment. Mais là, tu arrives avec. OK. Je suis pas si pire, là. Généralement, dans la population, à partir de 20 ans, tu perds un battement cardiaque par année. La moyenne, c'est 220 battements. Quand tu es jeune, c'est 220 battements par minute en bas de 20 ans. Ça, c'est quand tu cours. Quand tu es à l'effort. Ouais, c'est ça. Peu importe l'effort que tu fais. Okay? Parce qu'à 220, moi, je fais une crise T'as cardiaque. un gars de 30 ans, Ouais. 220 moins 30, il va avoir une fréquence cardiaque plus ou moins 12 battements aux alentours de 190. Tu comprends? On baisse de 30. Ouais. Tu baisses de 40, tu es rendu à 180, tu es à 50, tu es à environ 170. Ça varie. Okay? Mais là, tu arrives, moi j'ai testé des jeunes dans ma vie, en forme, qui bougent déjà. Tu arrives avec un jeune qui pèse une plume de 12 ans. Là. Il n'y a pas une masse musculaire énorme. Et sa fréquence cardiaque pète le 240. Lui, il peut monter jusqu'à 240. 240. Fait que toi, tu te rends même pas à 200. Lui, à 200, il rit encore. Lui, il n'a même pas commencé à avoir chaud à 200. Tu peux pas battre une machine comme ça. C'est une machine biologique, naturelle, avec une génétique exceptionnelle, qui probablement monte à ça, 220, 230, 240, les vieux pépères de 30 ans, qui ont pu cette génétique-là. Les vieux pépères de 30 ans. Par rapport à 12. J'en reviens pas que t'aies dit ça. Ouais. Donc, à partir de 20 ans,
physiologiquement, tu commences à perdre de tes capacités, autant qu'à décliner. On commence à décliner. Autant qu'à sur le plan cardiaque que pulmonaire. Ouais. Je suis plus magané que je pensais. Ouais. Ah non, mais c'est ça être un petit vieux, là. Oublie ça, là. Moi, les papas de 50 ans, là, qui pensent qu'ils vont revenir des petits jeunes parce qu'ils s'entraînent, oublie ça. Tu as une mentalité différente. C'est que tu peux être un excellent coureur d'endurance parce que tu as une mentalité différente, mais tu ne seras jamais un jeune. Okay. Est-ce que au niveau de la distance, ça a pu l'aider, ça? Ben oui, parce qu'il est en anaérobie, il est 5 km, il est en situation anaérobie, c'est-à-dire à haute intensité. Fait que lui, il va exploiter ce qu'il y a de plus extraordinaire, c'est sa capacité à maintenir de la haute intensité. Fait que sur un 42, il se serait fait rattraper le petit mot. Ah, sur 42, oublie ça, là, il était fini, il était pas capable. J'espère qu'il nous écoute. Là. Ouais, oublie-le. Et sur un 5 km, dans ce court laps de temps, de par sa physiologie, sa génétique et sa capacité cardiovasculaire, sans entraînement, il éclenche tout à la base. Il y a un de mes chums qui est sa photo. Il est arrivé en 5e position, Maxime Cyr. Il l'a pris d'un dent. Ben là. Ben, t'as rien qu'à leur dire, c'est juste des petits vieux. Je prends-tu Max en photo ou j'y envoie en disant tu t'es fait clencher par un jeune de 12 ans, mais j'attendais de jaser avec le Doc Boucher pour savoir si c'était tout à fait normal de se faire clencher par un jeune de 12 ans sur un 5 km oui, alors que c'est des gars qui s'entraînent régulièrement. Hey, tu peux même pas t'imaginer la condition physique qu'un jeune qui bouge régulièrement. Pas qui s'entraîne. Un jeune qui bouge régulièrement, qui fait du sport, du basket, du baseball, du hockey, n'importe quoi, du soccer, tu peux même pas t'imaginer comment ce sont des machines. On s'en rend pas compte, c'est des enfants. C'est ça. Ouais. Là, on l'a vu avec le jeune de 12 ans qui a Je l'ai testé un jeune joueur de hockey, 12-14 ans. Là. Ouais. Il a monté à 240 là, sur le test de VO2 max. 240 battements par minute. Hey, moi, je suis mort. J'étais mort. Ben, même un gars de la Ligue nationale serait pas capable de faire ça. Non, un gars de la Ligue nationale n'est pas capable de faire ça. C'est fou. Fait qu'il faut peut-être travailler des qualités différentes. Il faut que tu comprennes en fonction de l'âge et de la physiologie comment tu dois entraîner quelqu'un en fonction du contexte dans lequel il évolue. Ça, c'est de la science. Mais tes gars qui courent, là, eux autres, ils comprennent pas ça. Là. Ils font leur possible. C'est des petits vieux de 30 ans et plus qui se pensent Arrête bons. de dire ça, on est encore capable. Arrête de dire ça! Ah, vous êtes pas pire, vous êtes pas pire. Hey, on termine avec ça, Doc. Tu as eu un client qui est passé par docboucher.com, denisboucher.com, c'est-à-dire, tu l'as fait passer de mode performance à mode repos pour plus de résultats. Ouais. Pourquoi? Ben, quand tu vieillis, tes cellules, tu sais, tes petits rejets que je te parlais tantôt, là, ils deviennent de moins en moins efficaces pour prendre l'énergie qui vient des protéines, des lipides, des glucides, et les transformer en énergie adaptable pour le corps humain. Ouais. Étant moins efficace, si tu t'entraînes trop, arrive un moment où cette défaillance-là paraît. C'est que là, il perd plus de poids ou il commence à engraisser parce qu'il s'entraîne. Et là, j'avais essayé de modifier les paramètres de ses entraînements. Tu sais, il s'entraînait 5 heures par semaine, une partie 3 heures en endurance, 2 heures en résistance par semaine. Puis là, Denis, Caroline, j'engraisse, ça marche pas. Tout. On checkait je vérifiais son alimentation. J'ai dit non, tout de suite en fonction de ta dépense énergétique. Puis arrive le moment où il y a à peu près 56 ans, il va en voyage, il revient, il est en vacances, il s'est entraîné, mais il a perdu 4 livres. Et là, je fais l'analyse de ce qu'il a fait les derniers temps, parce que j'ai tout accès à ses données en ligne. Bien, j'ai dit, il faut que je te fasse une conclusion. Tu es rendu un petit vieux. Ça te prend beaucoup plus de repos dans tes périodes d'entraînement. T'avais-tu mis ton protège-dents avant ou... J'étais très loin. J'ai pas pris de chance de me rapprocher. J'ai gardé mes distances. J'ai gardé mes distances au téléphone. Et j'ai dit, c'est ça, t'es devenu vieux. Physiologiquement, t'es vieux. Okay. Et je peux pas demander à ton corps de continuer à lui en demander autant. Il faut que je t'inclue beaucoup plus de périodes de repos à travers ton entraînement et que je modifie l'intensité. Et c'est là qu'on est revenu à des résultats. L'âge joue un rôle majeur sur les réactions de ton corps à cause de nos petits rejets qui deviennent moins efficaces. Puis tu sais, c'est l'importance d'avoir des experts comme toi dans ces domaines-là. Tu sais, moi, j'ai toujours tendance à, tant que j'arrêterai pas, ça va être correct. Ouais. Tu sais, là, j'arrête une semaine parce que j'ai une semaine intense avec la mère de mes gars qui est à l'extérieur. Fait que je dois être à temps plein avec mes gars du matin jusqu'au soir. L'école, tout ça. Puis là, je reste à Val-Bélair, mes gars restent en Beauce. Fait que je dois faire de la route énormément. Mais la semaine prochaine, je vais recommencer à faire ce que je faisais, c'est-à-dire d'y aller pas mal une fois par jour. C'est ça. Soit c'est du deck hockey ou soit c'est des salles d'entraînement.
Mais tu as raison, j'ai l'impression que quand j'arrête une semaine, j'ai toujours plus de résultats au retour. Ah oui? Parce que le corps, c'est juste se reposer un peu. Carrément. Ouais. Le monde n'accepte pas de devoir se reposer. Physiquement ou mentalement, c'est comme si le repos est inacceptable dans notre société quand c'est là que le corps s'adapte et s'améliore. C'est étrange. Denis Boucher, tu m'as dit que tu étais dans le jus ces temps-ci, mais j'ai le goût de te mettre encore plus dans le jus. Pour les gens qui veulent faire affaire avec toi, qui veulent une réduction de poids jusqu'à la fin de leur jour. Oui, c'est ça le but. DenisBoucher.com. Tout le temps. Tu as toujours des bonnes techniques. Écoute, si tu les appliques, oui. Si tu les appliques pas, ça marche pas. Sinon, t'es sacs dehors parce qu'ils t'écoutent pas. Oui, exactement. Voilà, oui, voilà, c'est réglé. On appelle ça un chef d'entreprise. Un dictateur. Un dictateur. DenisBoucher.com, merci. Hey. Passez tous une excellente soirée. Puis un bel été si on s'en va pas, il y en a. Un bel été. Bon, je vais t'achaler pendant cet été. Ah, c'est quand tu veux, c'est quand tu veux. On a besoin de conseils. Je vais dire, hey, Denis, viens donc en ondes. J'ai des auditeurs qui veulent te poser certaines questions.